Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama, secrétaire général de Force Ouvrière. Toujours un plaisir de vous avoir. Ben moi aussi. Alors, plein de trucs, plein de sujets à voir ensemble. Déjà demain, tous les syndicats vont participer au lancement de cette conférence. Alors, elle s'appelle comment? Travail et retraite? Ben, c'est travail parce que l'idée de départ du gouvernement, c'était de dire une conférence sociale sur les retraites. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle d'abord travail avant de parler retraite. Voilà, il y aura tout le monde sauf la CGT pour des questions d'agenda apparemment. Qu'est-ce qui peut en sortir? Pardon de poser la question comme ça, Frédéric Souillot, mais des conférences, on en a eu plein et vous aussi, sans que ça débouche sur quoi que ce soit. Pourquoi ça serait différent là aujourd'hui? Ben, écoutez, je ne sais pas, dans tous les cas, nous, on va porter ce que l'on souhaite. On l'avait déjà dit à Elisabeth Borne à la dernière conférence sociale où elle nous avait invités. L'idée de ce que j'en ai compris, et demain, ce n'est pas le début, demain, c'est l'agenda et la manière dont on va travailler, c'est de nous renvoyer vers une négociation collective, quels que soient les sujets concernant le travail, notamment l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, la formation professionnelle, la transition, la reconversion. Et on a déjà mis tout ça dans notre agenda social autonome, on doit se voir d'ailleurs. Et l'idée, c'est de travailler sur notre modèle productif. Comment est-ce qu'on se projette? Comment est-ce qu'on parle de temps long et pas du temps court comme depuis qu'on a le quinquennat? Ouais. Et sur une première réunion, qu'est-ce qu'on attend d'une première réunion? On y va pour parler quoi? Pour parler méthode, pour parler objectif, C'est certainement ce qui va se passer demain matin. On va nous parler méthode, agenda, groupe de travail, objectif des uns ou des autres. Je crois que l'objectif du gouvernement, c'est d'essayer de remettre tout le monde autour de la table. Alors, ce ne sera pas un conclave, parce que si c'est un conclave, ben, je n'irai pas. Et le pape m'a l'air plutôt en bonne santé en ce moment, donc conclave, ce n'est pas la peine. Ça, on vous l'a fait une fois, vous... Ça ne servait à rien, mais j'y suis rentré, j'en suis ressorti. Si la feuille de route qu'on souhaiterait que l'on prenne, elle fixe déjà trop le cadre, c'est même pas la peine. Le cadre est trop contraint. Juste sur la question de la retraite, est-ce que s'il y avait discussion là-dessus, négociation là-dessus, ou concertation, conférence, sur la retraite à points, Marie-Lise Léon de la CFDT souhaite qu'on en parle. Vous êtes d'accord pour en parler ou fermez la porte? Ben non, je ferme la porte sur la retraite à points. Déjà, en 2019, une majorité d'organisations syndicales étaient contre la retraite par points. Je peux comprendre que certains aient ça dans leur programme et dans leur résolution. Pourquoi la CFDT est pour et vous êtes contre, fondamentalement? Ben parce que la CFDT a déjà mis ça depuis longtemps dans le programme ou dans ses revendications. Alors nous, on est contre pour une raison très simple. Vous allez avoir des points en fonction de ce que vous gagnez. Et là, ben quand vous gagnez peu et que vous êtes précaire et tout cela, il y a moins de points. Ben, il y a moins de points. Et quand on nous explique que ça va être pour défendre les femmes et les contrats partiels subis ou voulus, ben vous aurez quand même moins de points à la fin. Et qui fixe la valeur du point de rachat? En cas d'inflation ou de crise économique, on vous dira, ben, ah, vous aviez 12 000 points, ben, votre point va baisser. Eh bien non, c'est pas ça. La solidarité, c'est la retraite par répartition. Quand ça va bien, le point peut augmenter aussi. On peut aussi voir. Oui, mais ça n'arrive jamais. Hein. Et la retraite, Frédéric Souillot, par capitalisation, une petite dose, encore une fois, une fraction, un étage, quelque chose de marginal. Je rappelle que la retraite des fonctionnaires, pour partie, pour les primes est capitalisée. Donc, oui, c'est ce qu'on appelle la préfond. La préfond, voilà. Oui, mais elle n'est pas obligatoire. Ouais. Ou que vous fermez la porte. partie. Vous fermez la porte ou pas là-dessus? La crise des subprimes en 2008. Tous ceux qui avaient une retraite par capitalisation dans le monde, quand les banques... Mais là, on parle d'un truc marginal. Les Américains, c'est entièrement par capitalisation. Oui, mais moi, je ne sais pas de quoi on parle comme taux marginal. Et puis, qui pourra épargner? Encore une fois, alors, comment disait le monsieur qui m'a précédé? Charles Sana. Les aisés. Les aisés, oui. Mais au titre de la solidarité, c'est la retraite par répartition. Parce qu'autrement... on va passer à une retraite individualisée et puis une retraite collective, choix de société d'il y a 80 ans. Bon, la suspension de la réforme des retraites de 2023, elle a été votée en commission, c'était vendredi. C'est une première étape. C'est une victoire pour vous, c'est une avancée. Alors, moi, je crie pas victoire, hein. C'est suspendu à un fil et c'était aussi le week-end d'Halloween, donc l'étoile d'araignée, on en a vu partout. La suspension, c'est un bon premier pas. Pour nous, on réclame toujours l'abrogation de cette réforme des retraites. Mais si la suspension, Frédéric Souillot, et qu'à l'élection présidentielle dans 18 mois,
le sujet sera tranché à l'élection présidentielle, quoi qu'il en soit. Ben, sauf si les interlocuteurs sociaux que nous sommes, quand on va travailler sur le modèle productif, on va parler de protection sociale collective et on va parler de, j'ai entendu l'exécutif, celui-là et celui d'avant, dire la gouvernance de la retraite par répartition, je la redonne aux partenaires sociaux. Pour expliquer, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les partenaires sociaux gèrent les retraites complémentaires. Ça se passe très bien. Oui. Le régime à peu près équilibré, ça se passe bien entre vous. Il n'est pas à peu près équilibré, il est équilibré. Et on a 9 mois de réserve de pension de retraite à 15 ans. Et dans les statuts de l'AGIRC et de l'ARCO, il nous faut 6 mois de prévision de retraite à 15 ans. Donc à 15 ans, on sait payer la retraite de 18 millions de retraités du privé. Voilà. Et vous, ce que vous demandez, c'est retrouver cette gestion pour les pensions de base. On l'avait jusqu'en 1996. En 1996, il y a eu les ordonnances. C'est Juppé qui vous les retire. Alain Juppé. Parce qu'à l'époque, ils pensent que la démographie va baisser, qu'il va y avoir des sujets. En fait, ils voulaient simplement un peu plus la privatiser et remettre l'État au centre du jeu. Avant 1996, il n'y avait pas de projet de loi de finances de la Sécu. C'était géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Et donc, ça serait vous qui piloterez en temps réel, comme pour la retraite complémentaire, qui piloterait le système. Donc on n'aurait plus de grandes réformes à faire. Et on n'aurait plus besoin de PLFSS, au moins sur le système des retraites, chaque fin de l'année. Vous y croyez ça? Vous pensez qu'on peut aboutir là-dessus? Autrement, change, si je ne suis pas optimiste, et cette année, notre Sécu a 80 ans. Le choix de société qui a été fait à l'époque, c'était bien de dire, ce n'est pas à l'État de le gérer, notre protection sociale collective, c'est des cotisations, employeurs et salariés et employeurs, eh bien, reprenons la place qui doit être la nôtre, c'est-à-dire la gestion paritaire. Frédéric Souillot, juste pour être sûr, cette suspension, si elle est bien confirmée, c'est-à-dire que le report de l'âge légal à la retraite est stoppé jusque début 2028, donc quasiment toutes les générations post-64, mais je parle sous votre contrôle, va pouvoir partir un trimestre plus tôt. Oui, c'est ça. Mais alors, au départ, on entendait que le blocage ou la suspension de l'âge de départ. Ce qu'il y a eu de bien dans les amendements, c'est qu'il y ait aussi la durée de cotisation. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, vous pouvez avoir l'âge, si vous n'avez pas la durée de cotisation, vous ne pouvez pas partir. Et vous pouvez avoir la durée de cotisation, si vous n'avez pas l'âge, vous ne pouvez pas partir. Donc, suspension, nous verrons bien avant la fin du budget, ou si c'est une ordonnance, lettre rectificative. C'est le Parlement qui a la main. Juste, je me dis, je repense à la discussion qu'on avait juste avant sur les partenaires sociaux qui gèrent en commun le régime général des retraites. Je veux dire, il y a l'évolution démographique qui est ce qu'elle est. On vit plus longtemps, il y a de moins en moins de cotisants, de plus en plus de retraités. Comment vous ferez? Je veux dire, vous serez confronté à cette même évolution démographique et comme tous les voisins européens qui repoussent l'âge légal de départ à la retraite, comment vous ferez pour adapter au fil de l'eau le système pour le rendre pérenne en termes de financement? Alors déjà, l'évolution démographique, on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. On est 22% en dessous de la moyenne européenne. Et l'emploi des seniors, on est 13% en dessous, alors il progresse, de la moyenne européenne. Ce n'est pas qu'il faut qu'on travaille plus, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Comment est-ce qu'on arrive à redonner de l'attractivité, notamment dans des métiers et notamment l'industrie? On ne va pas pouvoir tous faire du chat GPT demain ou de l'ubérisation. Comment est-ce qu'on redonne de l'attractivité? Comment est-ce qu'on envoie ces jeunes en formation? Comment est-ce qu'on fait de la formation, reconversion, transition professionnelle? On a signé un accord national interpro au mois de juin. Il vient d'être transposé dans la loi. Formation, reconversion, transition professionnelle. Mais quand tous les pays voisins, Frédéric Souillot, repoussent l'âge légal, encore une fois, on a l'âge de départ à la retraite le plus bas, un des plus bas d'Europe. Un des plus bas, pas le plus bas. Non, pas le plus bas, un des plus bas. Voilà. Alors, nos voisins... La moyenne, c'est quoi? C'est 64, 65 ans? 65 ans peut-être en moyenne en Europe? 66, je crois, en Europe. 66. On est 3 ans en dessous. Mais il faut regarder la réalité de l'âge de départ. Si vous prenez l'Allemagne, ils viennent de passer à 66 ans. Et l'âge effectif, l'âge réel, c'est combien? C'est 62, parce qu'en Allemagne, vous partez avec seulement 35 ans d'années de cotisation. Et eux, les deux ne sont pas liés.
Vous pouvez partir plus tôt à partir du moment où vous avez vos 35 années de cotisation. Et nous, on travaille déjà plus longtemps que nos voisins allemands sur la durée. Avec une durée, un âge effectif qui est plus tard que les Allemands. Nous, on est à 62,8 ans, je crois, en moyenne. Oui. Non Et alors nous, la moyenne, c'est 63,3. Ah, d'accord, ok. L'âge de départ, la moyenne de départ. Okay. Parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui partent à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Ben oui, ouais. Un tiers sont des femmes, un tiers sont issus de l'immigration avec les papiers qu'on ne leur fait pas tout de suite, les déclarations, et un tiers, c'est les accidents de la vie. Et si vous êtes une femme issue de l'immigration et que vous avez eu un accident de la vie, ben vous prenez 3 fois la sauce. Et donc ça, ce n'est pas normal. Frédéric Souillot, le Premier ministre, est favorable à l'abandon du gel des pensions de retraite. L'abandon du gel des pensions de retraite et des minima sociaux sur 2026. Ça figurait pourtant dans le projet de budget de la Sécu. Vous êtes satisfait? Ben, forcément, on a combattu ce budget d'austérité, y compris dans la rue, en expliquant que opposer les citoyens les uns aux autres, les jeunes aux retraités, les retraités aux actifs et tout cela, et suspendre les pensions, je rappelle, 56% de notre produit intérieur brut, c'est la consommation des ménages. Et la consommation des ménages des retraités, qui aident les plus jeunes, qui aident les petits-enfants et tout cela. Et ils ne peuvent pas. L'inflation continue d'être un peu haute. Oh, on est à 1%. On a le chiffre 1%. Enfin, les prévisions, c'est 1,75 à la fin de l'année. Aujourd'hui, on est on est à 1,2 là. On a 0,9, 1%, on est 1%. Oui. 1%. Eh bien, 1,75, ça vous fait de la perte du pouvoir d'achat. Et les prix dans les magasins ne pèsent pas tous. De la même façon, pour tout le monde, ça dépend de son panier de consommation. On n'oppose pas les uns les autres et pour autant, vous faites partie de ceux qui demandaient aux plus aisés de payer plus d'impôts. Amélie Montchalin, ministre des Comptes publics, ce matin nous dit 5 à 6 milliards d'euros demandés aux plus aisés. Alors, actuellement, c'est insuffisant, ça vous va? J'impose, je ne m'oppose pas aux plus aisés. La seule chose que je dis, c'est justice fiscale. Il faut remettre de l'impôt progressif, quels que soient les revenus, et l'impôt sur la fortune improductive. Ah oui, c'est vrai, tiens, vous en pensez quoi? Mais moi, j'en pense rien, c'est de la responsabilité du Parlement. Favorable ou pas? Favorable ou pas? J'étais déjà pas pour l'ISF, ni contre le retrait de l'ISF. Je suis pour une justice fiscale et de l'impôt progressif. Votre position, c'est quoi donc sur l'impôt sur la fortune improductive? Ni pour ni contre, ça veut dire quoi, ni pour ni contre? Ben, ni pour ni contre, ça veut dire que c'est au Parlement de choisir. Quand tout à l'heure, Charles, qui m'a précédé, dit « Ah ben, les voitures… » Non, c'est les voitures de collection, ce n'est pas celles que vous prenez pour aller travailler non plus. Donc, il faut raison garder. Maintenant, sur le logement, dans ce qui était déposé sur l'immobilier… Qui fait partie de l'assiette taxable. Remis en location. Bah celui-là, il est frappé à l'impôt sur la fortune. Eh bien, voilà, bah, celui-ci, bah, bien sûr. On gère Action Logement paritairement, logement locatif, logements sociaux et tout cela, et on n'a pas de problème de gestion. Pour vous, il aurait fallu sortir l'immobilier locatif de l'impôt sur la fortune. Pour moi, il fallait… c'est aux parlementaires, chacun ses responsabilités. Moi, ce que je souhaite, c'est de la justice fiscale et de la justice sociale. Frédéric Souillot, il faut qu'on parle de Duralex. Duralex, c'est une entreprise reprise, un fleuron français, une verrerie. Duralex qui s'est relancée, qui a été reprise par ses salariés il y a de cela 1 an, qui se relance, qui commence à voir le bout du tunnel et qui lève aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, qui cherche à lever des fonds. C'est une levée de fonds participative qui cherche 5 millions d'euros à collecter pour pouvoir se relancer. Et vous soutenez cette initiative? Mais oui, je soutiens cette initiative, mais comme on a soutenu les salariés de Duralex et le passage en SCOP. Alors, SCOP, c'est quoi la SCOP? C'est les salariés qui ont repris comme une coopérative, société coopérative professionnelle. Ouais. Ils ont repris leur entreprise. Tous les 3 ans, ils étaient ou en liquidation ou en redressement judiciaire. Et tous les 3 ans, il y avait un nouveau repreneur qui, après avoir pris de la compétence et des brevets, bah, s'en allait en les laissant comme ils étaient. Alors Duralex, c'est un vrai fleuron français. Leur levée de fonds participative, c'est une superbe idée. Et eux redonnent plus qu'à la bourse et aux banques. Ils garantissent 8% par an pendant 7 ans. Par an pendant 7 ans. Vous participez à titre personnel à cette levée de fonds? Oui, je vais le faire à titre personnel. Oui, je vais participer.
Et à quoi serviront ces fonds, j'imagine, pour l'outil de production, j'imagine, hein? Rénover leur outil de production, transformer aussi, nous faire des nouveaux arts de la table, mais toujours dans le style Duralex, pouvoir avoir de nouvelles couleurs. Franchement, Duralex, c'est un vrai fleuron français. On l'a tous connu à l'école. Ouais. Et ce matin, j'arrivais sur votre plateau. La levée de fonds avait déjà apporté plus de 2 millions d'euros en 3 heures. Ah bah ça veut dire que les Français soutiennent Duralex, mais comme plein de grandes entreprises soutiennent Duralex. Aujourd'hui, quand vous allez dans les gares ou les aéroports, eh bien, les grandes chaînes ont des verres Duralex pour qu'on puisse boire. Il faut soutenir Duralex. Ah, Duralex, j'en ai à la maison. Ah oui, mais... Ça se porte bien commercialement, je veux dire, c'est dingue de se dire qu'une boîte qui se porte bien, enfin dont les produits sont appréciés, puisse être en difficulté de manière répétitive. Alors commercialement, ça se porte bien. Pendant longtemps, c'était les collectivités qui achetaient les verres, puisqu'il y avait ces verres et il y avait de la sécurité aussi, puisque vous ne vous coupiez pas en ramassant les verres. Donc, il y avait tout cela. Peut-être que commercialement, quand vous vendez un produit qui est garanti à vie, ben, les gens le renouvellent peu. Eh bien, il faut renouveler parce qu'ils font plein de belles couleurs et tout cela. Et aujourd'hui, le groupe Seb et Duralex vont travailler ensemble. Si tous les fleurons français pouvaient faire ça, on aurait de la souveraineté industrielle et la souveraineté industrielle amène à la souveraineté économique. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Pour cet entretien donc, avec Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci à vous, David.